Bonjour, Monsieur Blondin, Jean-François Kelly à l'appareil. J'espère que vous allez bien. Monsieur Blondin. Ben, c'est pas comme ça, c'est pas votre nom. Mr. Fun, International Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Oui. Self-proclaimed legend. Hey, c'est mon surnom, ça, la légende vivante. Non, monsieur! Moi, c'est la légende, point. Oh boy! La légende Marc Blondin, vintage depuis 1958. Hey, t'avais quel âge, toi, en 86? En 86, 5 ou 6 ans. Quand j'ai commencé, je pensais que t'étais pas né. Et, oublie pas, t'as devant toi le PDG, propriétaire, CEO de la NCW. Give me a hell yeah! What? What? Ah, on va en reparler de ça. Parce que, premièrement, on va souhaiter la bienvenue aux gens. On est l'épisode 63. Nous sommes le 31 mai 2022 et on commence Sim maintenant. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Du sport spectacle. Bienvenue officiellement à l'émission 63 du Sim 31 mai 2022. Comme on le disait, Marc, bienvenue chez nous. Ben, c'est le fun. On est dans les studios à Mirabel. Oui. Chez vous. Wow. Les studios JFK. Puis, t'as-tu fait des changements dans l'intro, toi? Oui, ben t'as remarqué? Ouais. J'avais il me peur que semble tu le remarques pas. Nous, ça sonne bizarre. Ben, new World Order. Je voulais étirer la sauce sur quelques semaines, mais tu l'as remarqué la première fois. Oui, Donc, ben, j'ai remarqué que tu avais également fait un intro avant l'intro. Ouais. Puis, j'aime ça quand tu pars pour quelques mois, tu reviens. Tu sais, d'habitude, t'es à 2 sur 10. Ouais. Puis là, quand t'es frais, dispo, plein d'idées, t'es à 2,5 sur 10. Hey, boboy! oui, mais quand même, 2,5 sur 10, c'est largement supérieur à la performance de Michel Le Tourneur, je crois. Ouais, mais lui, c'est un remplaçant. Là. Oh, ouais. Tu peux pas, Un remplaçant d'un remplaçant d'un remplaçant. c'est ça. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! C'est Bon, ça. ouais. C'est le- Non, mais il a eu du plaisir. Il était content d'être là. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait de sa journée? Ben, m'a dit, il travaille fort. Ouais. Ah oui, il travaille fort. Il est gardien là, pour... Non, parce que ça m'intrigue quand même, parce que Michel, on l'a connu, mais on le connaît moins maintenant. Donc, est-ce que... Ouais, ben, il travaille dans les prisons. Lui, je pense, là, parce que c'est assez... c'est pas évident à comprendre, mais quand il y a un prisonnier qui est immigrant Ouais. et ils doivent le mettre dans un avion, puis tout ça, c'est Michel, entre autres, qui est chargé de ça. Il a tout son kit, là. Il ressemble à Rambo. En OK. propre. Oh, Fait que, yeah! Mais non, tant mieux pour Michel, oui, je suis il travaille content. fort, il est en forme, il aime ça faire des choses avec nous autres. Puis j'ai passé une belle journée avec lui, pas en plus. On a fait avec le jeune Alexis Roy, qui avait un travail d'année. À l'école, et lui a décidé de faire un podcast avec Marc Blondin, animer un podcast. Alors, il est venu au studio PG. OK. Et on a enregistré presque 40 minutes ensemble, puis il présente ça à ses professeurs. Donc, le jeune. un ado du secondaire? Ou... Ben, il a 18 ans. Oh. Il finit bientôt, là. C'est ça. Il a pas eu ça facile, là, puis
je suis certain qu'il va avoir une bonne note. Que le jeune a travaillé très fort. Ben, tant mieux. Puis aussi, du même coup, j'aimerais saluer Michel Le Tourneur, notre souffre-douleur depuis plusieurs années. On le salue parce qu'on l'apprécie, Michel. Mais pourquoi qu'il t'appelle la mouche? Parce que sur les photos avant, j'avais la bouche grande ouverte. Donc, il disait, tu as avalé des mouches. Ça part de là. C'est juste pour ça. Donc, à Toi, cause... tu veux faire un livre là-dessus? Oui, la mouche. Donc, finalement, tu as scrappé l'idée de mon livre. Mais à propos de livre... Mais non, avant le livre, Ouais. le monde doit se poser des questions. Pourquoi on est au studio JFK Ouais. à Mirabel au lieu d'être au studio PG de l'Épiphanie? Parce que j'ai décidé ça. Je suis l'homme fort de la Rive-Nord. J'ai dit, on fait ça à Mirabel. Non, monsieur! Non, pas exactement Non, ça. OK. C'est que, tu le sais, la COVID a changé beaucoup de choses. Ouais. Et Pierre avait des contrats de signés. Et là, nous autres, on l'a fait vivre pendant la dernière année et demie. Tu sais, c'est vraiment Sim qui l'a fait vivre. Et là, il m'appelle puis il dit, Marc... les Rolling Stones avec qui j'avais signé rentrent en studio, tout ça. Ben, Pierre, les Rolling Stones, c'est Sim, tu sais. Mais lui, il dit, moi, j'ai pas dit dans la promo « nous ». Lui, il l'a pas dit « nous ». Puis c'est Pierre Gauthier, nous, il l'a pas fait. Non. Fait que lui, il est pas aussi attaché à Sim que toi et moi et Handsome dit le perdant. Mais tout ça pour te dire que Mais le les studio Rolling- était pas libre. Les Rolling Stones sont là et on va y retourner par la suite. Là, il attend une confirmation d'Elton John, mais si Elton il va pas, on va reprendre notre place. Parce que je crois que c'est des vieux contrats qui datent d'avant la production, le début de la production du Sim. C'est Donc, sûr. c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix de les respecter, ces contrats-là. Je le sais, tu sais, puis... Sinon, il est supposé d'avoir un Mick Jagger qui fasse une promo. Hi, this is Mick Jagger. I'm listening to Sim. Soyez-y bien. mais je pense que c'était la vraie promo. Ça, je viens juste de peser sur le bouton, puis c'est ça qui vient de sortir. C'est bon. Alors, Marc, bienvenue quand même chez nous. Puis aujourd'hui, on va commencer le podcast très bientôt à propos des parents. C'est ça le thème aujourd'hui de l'émission numéro 63. Mais avant tout, j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui se passe avec toi. Premièrement, on se dirige vers Simmania. Ça a lieu justement ici, à Mirabel, dans ma cour arrière. Donc, parle-en un peu. Est-ce que tu as... Combien de lutteurs que tu as sur ton spectacle jusqu'à maintenant? Écoute, il va avoir 35 talents. C'est lutteur, gérant et animateur. Parce que tous les combats seront commentés et analysés live dans la salle. Alors, moi, je serai l'animateur principal. J'espère que tu seras là pour te joindre à moi. Handsome JF va faire de l'analyse. Je t'en ai parlé d'un autre. Michel Le Tourneur. Oui. Il va être là aussi. On regarde avec d'autres les 6 combats. Il va y avoir un animateur et un analyste qui vont faire ça live dans la salle. OK. On est loin là, du centre Pierre Charbonneau. On a 250 billets. Pour acheter les billets, tu vas sur le pointdevente.com. Les billets, c'est entre 25 et 62,50. Ceux à 62,50, il en reste 8. Fait que OK. possiblement qu'au moment où vous écoutez ça, il n'en reste plus. Il y a des tables super VIP, il en reste une. Des tables VIP, il en reste quelques-unes. Et il y a les billets. Alors, OK, mais c'est quoi le dépêchez-vous. concept des tables VIP? C'est 8 personnes à une table ronde. Ils ont le droit au service de la bouffe, de la boisson, tout ça, malgré que les autres aussi. Mais tu sais, quand tu es assis sur une chaise, comme manger, c'est pas évident avec ta bière entre tes deux pieds, tandis qu'ils sont pas mal plus confortables. Là. Bon, c'est sûr et certain. Puis aussi, ça rentabilise l'événement parce que il y a des gros noms qui s'en viennent sur le spectacle. D'après moi, c'est encore des surprises ou est-ce qu'on peut en Ouais, nommer? je veux pas nommer de nom tout de suite. On va sortir l'affiche. Les gens comparent à la TOW, c'est pas ça. C'est un party que je fais, un événement que je fais avec ma vision de ce que devrait être un show de lutte. Donc, ça s'éternisera pas. Il n'y aura pas 40 combats. Il y en a 6, dont une bataille royale à 15 lutteurs. C'est les amis du Sim et c'est les meilleurs au Québec ou une grande partie des meilleurs
lutteurs au Québec qui vont être là. Il n'y aura pas d'Américains, là. Je ne ferai pas venir des gens, là, 250 personnes. Il faut quand même que je break even. Là, OK. Tu es un bon promoteur, Marc, mais une chose que tu as oubliée. C'est quoi? C'est à quel endroit? Ah, ben dans ta cour arrière, tu Ouais, me dis. ouais. C'est à l'Entêté Microbrasserie à Mirabel. Et je vous le dis, là, dépêchez-vous. Lepointdevente.com, Simmania 1, réservez vos billets. Vous allez choisir votre place. Dépêchez-vous. Puis la veille, il y a un show justement de la NCW au même endroit. Ouais, mon autre compagnie, là, Ouais, fait que, ça va être un gros week-end. Ah, je t'ai ouvert grande la porte, là. Donc, tu es maintenant le promoteur, Moi, j'aime ça propriétaire, dire président. CEO. OK, ça veut dire quoi, CEO? Aucune Christie. Mais t'aimes ça dire ça. Ah, je trouve que ça fait big. Donc, le CEO de la NCW, Marc Blondin, c'est tout récent. Là, donc, tu as causé une surprise tout récemment à un spectacle de la NCW à Sainte-Thérèse. Ça vient d'où l'idée d'acheter la NCW? Ben, je trouvais que ça fait quelques mois que j'essaie de convaincre Handsome d'arrêter de tricher puis de devenir un bon. Ça n'a pas de l'air à marcher. Il trouve tout le temps des trucs. Fait que j'ai dit, la meilleure façon de le convaincre, c'est d'être son boss. Oui, mais il a déchiré son chèque. Oui, ben, Je l'ai vu là, en promo vidéo. Il a resté de la bête quand j'ai dit, mesdames, messieurs, je vous présente Handsome JF, bénévole à la NCW. Là, il essayait de ramasser les bouts pour les recoller. Fait que, regarde, il dit j'espère que tu vas me refaire un chèque. J'ai parti à rire, hey. Puis parlant aussi, je pense... Je pense que ça me coûte 1,15 pièce par chèque. Je pense que tu vas t'en faire un autre. Ah, puis vous vous aimez pas clairement dans la vie de tous les jours, toi et Handsome GF, ça paraît. Par contre... C'est ses cheveux. pas capable, hein? Ah, que c'est laid, hein? Va te faire couper les cheveux, le pouilleux! Ah, ben moi, je trouve ça correct. Ouais? Oui. Seigneur. Je sais pas vers quoi tu t'enlignes, mais ses cheveux Ah, c'est et les vraiment tiens laid. risquent peut-être d'être à Nashville. Oui, on espère qu'à date où on parle aujourd'hui, qu'on a la confirmation parce qu'on a atteint notre objectif avec les dons et les commandites. OK. Et c'est cet après-midi que nous serons, si ça fonctionne, étant la journée de l'enregistrement du podcast. Le 31 mai. OK, tu t'es donné jusqu'à la fin mai, c'est ça? Ouais, si tu veux. OK. Donc, autrement dit, vous avez eu l'assurance de la TNA. Si vous vous déplacez à vos frais de la TNA, je veux dire Impact Wrestling. Même pas. Non? On n'a pas eu l'assurance, c'est ça. Je dois avoir la réponse aujourd'hui. Là, on dit ça au monde. Qu'on enregistre un peu d'avance. C'est Ouais. pas mal plus simple pour que je m'en sorte. Fait que aujourd'hui, on est... Le 19 mai. Bon, le 19 mai. Fait que c'est cet après-midi que Impact va nous dire si c'est correct. Ce qui est bizarre, mais tu sais, je le dis souvent, Impact est une petite entreprise. Quand on est allé à New York, le fait de rajouter Handsome et moi à l'équipe de podcast, ça a fait sauter plein d'affaires. Ben oui. Puis en plus, Scott D'Amore a parlé du look professionnel de Handsome GF quand il est sorti. Oui, mais ça c'est correct, mais vraiment, il y a eu des bugs électroniques parce Ouais, qu'ils ont ouais. rajouté 2 personnes. Ouais. Fait qu'au lieu de dire on va régler le bug, tu sais, moi je leur ai dit, garde, on aimerait ça y aller, puis on se dit, ouais, mais pas à cause qu'on était là, mais vu qu'ils ont rajouté 2 micros puis un autre canal, je sais pas trop quoi, ça a fait bien des bugs électroniques. Mais ils l'ont pas réglé. Là, il reste de la bête parce qu'on a ramassé l'argent, puis c'est aujourd'hui qu'ils vont me dire si ça marche ou pas. Mais s'ils me disent que ça marche pas, c'est pas fort. Parce qu'ils ont juste à prendre quelqu'un qui va le régler, le Christi de problème. Oui, parce que surtout, pour employer ton terme, ça paraît fort d'avoir plus qu'une équipe au ringside, là, au parterre. Là, Mais les Américains plus une équipe francophone. Ouais, mais ils m'ont demandé de mettre une casquette sur la tête à Handsome. Ah oui? Ah ouais, tu sais, ça coupe de cheveux, là. Mais ça serait beau quand même que toi, tu sortes tout ça avec une chemise léopard comme Handsome. Ouais, mais des léopards gras, il n'y en a pas. Mais Marc, aujourd'hui, on va parler des parents dans la lutte professionnelle. Les parents, c'est comme... Est-ce que vous avez été encouragé par vos parents? C'est quoi l'impact de vos propres parents si vous performez dans la lutte professionnelle? Donc, c'est un peu vers ça qu'on se dirige? Ben,
sais, on en connaît des lutteurs, toi et moi, hein, depuis les années qu'on est là-dedans. Et entre autres, Brigitte Poisson, la conjointe de Pierre qui est avec Mick. Elle, Mystery, qui a lutté pour nous à la TOW, elle m'a souvent conté quand à l'âge, il était très jeune, puis il voulait faire de la lutte, puis elle le suivait, puis elle l'inscrit à l'école de Jacques Rougeau. Puis c'est le même qu'elle a connu Sly et nous autres, tout ça. Il y a un cheminement qui se fait parce que la plupart des parents vont se faire dire par les jeunes, j'aimerais ça jouer au hockey, j'aimerais ça jouer au soccer, j'aimerais ça faire du karaté. Dans ton cas à toi, j'aimerais ça faire de la poterie. Ah oui. J'ai un grand fan de SOS. Non, c'est Ghost. Oui. oui. On l'a fait ensemble. Ben c'était oui. trippant. C'était En moi qui étais croisière. assis, hein? Mon cruising buddy en croisière. Fait que ça pour te dire qu'un parent qui se fait dire par un jeune, son enfant, je veux faire de la lutte, c'est spécial. Il y a une adaptation, il y a comprendre, parce que souvent le parent connaît pas la lutte. Après ça, un gars comme Kevin Owens, aujourd'hui, oui, big vedette, WrestleMania, il a été fantastique, mais c'était quoi? Moi, j'étais là à 14 ans quand il luttait pour Jacques Rougeau. C'est moi qui étais l'annonceur du ring. Ouais. Mais par après, il y a eu des moments très, très difficiles. Il a dormi dans son auto, il a voyagé, puis, tu sais, je me suis dit, avoir son père, Terry Steen, en entrevue pour parler de comment que les parents se sentent dans le cheminement avant l'apothéose de devenir une vedette, je trouvais que c'était une bonne idée. Ben oui, tout à fait. Surtout que Terry, de mémoire, ça fait longtemps que je lui ai parlé, mais il aime beaucoup les anecdotes, il aime beaucoup. C'est un bon monsieur pour vrai. Autant que son fils Kevin, j'adorais lui parler au Québec. Là, j'ai plus l'opportunité de lui parler parce qu'on a perdu contact depuis, vu qu'il était à la WWE, Kevin. Sauf que c'est deux personnes super agréables à qui parler. Mais là, tu parlais du hockey. Moi, c'est principalement, quand j'étais jeune, c'était le hockey, le soccer. Mais je me posais la question l'autre fois, si j'avais voulu faire de la lutte, est-ce que mes parents m'auraient encouragé? J'ai l'impression que oui, mais j'ai aussi l'impression que c'est pas donné à chaque parent d'encourager son jeune à aller dans un ring de lutte parce qu'on s'entend que les risques sont élevés comparativement au soccer ou à un sport organisé de cette lignée-là, comme le hockey et le soccer. Pourtant, le soccer et la lutte, des fois, ça se ressemble. Le joueur de soccer, il se posait de recevoir un coup, il tombe à terre, il sort sur une civière, puis l'autre, il n'a même pas touché. C'est sûr. Je dirais que le spectacle est meilleur dans un ring. Puis c'est plus sécuritaire que plusieurs parents pensent parce que la plupart des écoles de lutte entraînent super bien les lutteurs professionnels. Donc, on va partir ça après la pause, j'imagine, l'entrevue? Oui, l'entrevue avec Terry Steen, le papa de KO. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Mon invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, le Sim, nul autre que Terry Steen. Comment ça va, Terry? Ça va très, très bien. Et toi, Marc? Oui, ça va. Écoute, le beau temps arrive. Ça commence à sentir les rides de moto, le golf. On a hâte. Oui, le gars, c'est sûr. Là, je reviens de là, moi, de la Floride. Là, fait que
Ben, j'avais été au Texas, puis en Floride, puis j'ai goûté un petit peu au golf, puis ça, fait que je suis prête pour que ça se transfère ici, cette météo-là. Pour ceux qui n'auraient pas compris que Terry Steen, c'est qui, notre invité, ben c'est le papa, justement, de notre Kevin Owen national, KO. Cet épisode-là, Terry, me tenait à cœur parce que, en tant que père de 2 enfants, et j'ai parlé souvent à des parents, autant qu'à des lutteurs qui remerciaient beaucoup leurs parents de les avoir supportés. Et quand tu es papa ou maman et que tu vois que ton fils en arrache, qui poursuit un rêve qui semble peut-être impossible, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la même affaire. Vous en profitez au maximum. J'ai vu des photos au baseball, j'ai vu des photos dans un champ de pratique au golf. Mais reculons en arrière. Moi, j'ai connu ton fils, Kevin, quand il avait commencé pour Jacques. Il était jeune, il avait peut-être, ça se peut-tu, 14 ans? Quand il a commencé avec Jacques, oui, je pense que oui. Ben, à 16 ans, c'était son premier combat. Oui, quelque chose comme ça, 14-15 ans. Parce qu'à ce moment-là, j'étais le présentateur pour Jacques. Oui. Et tout le monde parlait de Kevin comme étant quelque chose quelqu'un d'extraordinaire qui pouvait faire des choses dans le ring à ce bas âge-là. À quel âge est-ce qu'il a commencé à vous démontrer de l'intérêt pour la lutte? Il avait à peu près assez jeune, peut-être 10-11 ans, peut-être 12, quelque chose comme ça. Oui, ça faisait un bon bout de temps qu'il était vraiment amateur de lutte, puis qu'il regardait la lutte comme fan. Puis il était vraiment, vraiment, vraiment OK là-dessus. Là. C'est qu'est-ce qu'il aimait le plus au monde. Là. C'était les T-shirts, il avait tout ce qu'il pouvait avoir, il fallait qu'il fasse. On allait voir les shows au centre, dans ce temps-là, c'était au Forum. Oui. Puis c'est ça. C'est que l'amour, c'est vraiment inconditionnel, c'est vraiment une passion. Et on a vu que ça a déjà accroché tout de suite sur une passion. Là. Puis cette passion-là, est-ce que tu l'avais, toi? Est-ce qu'il y a des gens Non, quand j'étais jeune, naturellement, j'allais voir la lutte, comme les frères Rougeau, le père, Johnny Rougeau, mon Dieu, Eddie Creechman, Tarzan la bottine Tyler. On plaçait des plages de plywood sur la glace à l'aréna de Farnham. Ils venaient quasiment toutes les semaines. C'était une tournée, c'était assez fréquent. Fait qu'on mettait les plywood, fait qu'on pouvait rentrer gratis. C'est comme ça qu'on avait nos billets pour aller voir la lutte. Ça a été tout le temps. Oui, dans ma jeunesse, là, on a. Puis le dimanche, là, avec la lutte à la TV, on la manquait pas ou presque pas. C'est comme un amateur de lutte, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé de la lutte. Puis justement, quand j'avais été à un club vidéo, après, j'ai loué un film. J'ai vu une cassette de WrestleMania, mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu de la lutte parce que la lutte internationale, ça a parti. Puis là, depuis ce temps-là, on ne suivait pas ça bien. Que le j'ai par curiosité, on va regarder ça. Quand j'ai vu ça, on fait changement d'un film. Puis là, Kevin, il a jeté un coup d'œil là-dessus pendant que je l'écoutais, par curiosité plus que d'autres choses, parce que je ne connaissais pas les lutteurs, ça ne savait rien là-dedans. Mais en tout cas, c'est ça. C'est comme ça que ça a parti. Là. La flamme a parti. J'écoutais, il a passé dans le salon, il a commencé à regarder, puis il est tombé en amour avec ça. À cause, pas à cause, mais grâce à une cassette vidéo de WrestleMania. Quand même, hein? Oui, c'est assez spécial. Quand on revient en arrière, on comprend bien les choses. C'est vraiment spécial, qu'est-ce qui est arrivé. Là. On ne s'attend pas à ça quand ça arrive sur le coup. Là. Pas du tout. Des fois, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Des fois, c'est rien qu'un petit déclic. Cling. C'est ça, inexplicable. Pourquoi que ça a fait ça, tu ne sais pas. Mais c'est rare. Hein? Je ne sais pas. Il y a des gens qui se découvrent une passion pour une raison quelconque. Moi, ça ne m'est pas arrivé dans ma jeunesse, que ça, j'aimais des choses, là, mais tu sais, vraiment une passion, là, vraiment d'en dormir, puis d'en rêver. Là. Et, bon, Dieu Seigneur, Kevin, il a fait des affaires que je disais, mon Dieu Seigneur. Il partait avec son vidéo et sa petite TV parce qu'il n'avait pas eu une job, il était pompiste. Mais il travaillait de nuit, fait qu'il y avait des périodes qui étaient assez calmes. Puis il partait avec sa petite TV 12 pouces, puis son vidéo, puis ses cassettes de lutte, puis il écoutait la lutte, puis il étudiait ça, puis
puis ça peut comprendre les mots, puis comment faire ça, comment faire ci. Puis c'était vraiment, vraiment, il faut que ce soit une passion. Hein. Oui, parce que souvent, on utilise, Terry, le mot passion à bien des. On le diminue, mais le mot passionné, quelqu'un qui est vraiment passionné, là, c'est quelqu'un qui en mange. Là. C'est une façon de l'exprimer. Là. C'est ça, tu sais, on aime des choses, mais une passion, c'est plus. Je sais pas, on dirait que c'est un. Ben, avec tout ce qui est arrivé au bout de la ligne, là, je pense que c'était le destin. On dirait, c'est presque comme un destin. Il fallait que ça arrive comme ça. Mais tu le sais que, puis je suis certain que vous en êtes conscient, autant toi que Kevin, pour plusieurs, le destin, il ne va pas du même côté. C'est comment ils disent ça? Plusieurs appelés, peu d'élus. C'est ça. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'impondérables qui rentrent en ligne là, de compte, en chemin. Là. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment tu te sentais ou comment vous vous sentiez à titre de parent ou toi à titre de père. Tu sais, tu disais, OK, il a commencé vers 14 ans, aller à l'école de Jacques, à 16 ans, son premier combat. À partir de 16 ans, habituellement, moi, j'ai 2 gars, c'est un âge où il faut que tu les suives un peu plus proche. Là. Ça commence à être difficile à l'école, à les motiver, surtout s'ils sont passionnés par quelque chose d'autre. Comment c'était pour Kevin? Il était pas si pire que ça. Il était tranquille. Il y avait vraiment la lutte, mais c'est sûr qu'à un certain point, il s'est rendu. À l'école, ça allait bien. Sa mère avait l'œil là-dessus assez rigoureusement. Ça a bien été d'une certaine façon. Puis il était vraiment doué aussi. Là, c'est bien humblement. Là, il s'est rendu au cégep puis il écrivait des textes. Mais ça avait rapport à la lutte, ça avait rapport à d'autres choses. Bien souvent, ça revenait sur la lutte, mais c'était de toute beauté à lire. Là. Il aurait pu faire un écrivain, là, je lisais ça, mais je n'en revenais pas. Là. Mais il a été quand même assez discipliné. Mais c'était pas. Le cégep, il a arrêté. Le cégep, c'est justement, c'était pour vraiment commencer à vouloir faire une carrière dans la lutte. Là. Vraiment. C'est là qu'il a commencé vraiment à viser quelque chose. De gagner sa vie avec ça. Parce qu'il dit qu'il n'était pas fait pour du 9 à 5, il n'était pas fait pour ça. C'était pas ça ça le rendrait jamais heureux. Mais c'était. Non, c'était assez pas si pire à faire compte dans les circonstances. Il aurait pu. Il n'a pas lâché l'école puis il n'a pas tout scrappé à cause de ça. Là. Mais il avait la tête là, quand même, là, tout le temps. Bref. Puis si tu parles de cette période-là, du cégep, tu parles de quoi? Il y a 20 ans, 19 ans? Oui, c'est ça, ça va vite. Hein? Ça fait longtemps. Oui, ça peut avoir 20 ans, oui. Puis lui, là, entre 16 ans et le moment qu'il prend cette décision, qui a peut-être une vingtaine d'années dans sa vie à lui, ça s'est passé comment la période entre 16 et 20 ans? Il avait commencé à lutter. Oui. Il n'a pas été toutes ces années-là avec Jacques, si ma mémoire est bonne. Non, il a été avec Jacques peut-être 2-3 ans, à 18-19 ans. Là, il avait décidé que cette période-là, ça a bien été avec Jacques, tout ça c'était correct, mais il y a eu une mésentente. C'est la façon de procéder pour le restant. Lui, il trouvait que ce n'était pas la bonne façon. Il fallait qu'il se développe plus, puis il voulait lutter plus souvent pour pouvoir se développer, puis faire un nom, tout ça. C'est là qu'il y a eu une petite mésentente, là. Mais là, c'est là qu'il a décidé qu'il y avait une décision à prendre. Il a décidé que, OK, je m'en vais lutter pour vraiment le plus souvent possible. C'est ça. Ça me rappelle là, les moments où Jacques, parce que mon partenaire, Handsome GF, aussi m'en a parlé, Jacques ne voulait pas que les gars aillent lutter ailleurs. C'est en plein ça. C'était là la mésentente. Si Jacques aurait dit OK, correct, tu peux y aller, parce que Kevin, dans sa tête, c'était ça ce qu'il fallait qu'il fasse pour ramasser de l'expérience et faire le plus de combats possible. Puis là, toi, Terry, tu dis, je lisais ses textes au cégep, j'étais impressionné, il y avait du talent à l'école, il était bon, on le surveillait de proche. Comment tu t'es senti quand il t'a dit, Pa, je veux vivre de la lutte? Ça n'a pas été. C'est curieux à dire. Moi, j'ai tout le temps admiré qu'il y avait une passion. Puis que
peu importe qu'est-ce qu'il décidait, moi, j'étais pour le supporter. C'est ça qu'on faisait, c'est ça qu'on avait décidé. C'est qu'est-ce qu'on devrait faire pour nos enfants, je trouve. Puis lui, il rêvait, puis je trouvais que son rêve était beau. Puis, la seule chose que je fais, on ne pouvait pas arriver et dire non, tu ne peux pas faire ça. Non, ça n'a pas d'allure. Non, ça ne m'est jamais venu à l'idée de dire non, ça n'a pas d'allure, tu ne peux pas faire ça. Moi, c'est le contraire. Il se bouquait des choses. Il se ramassait en Allemagne. À 19 ans, il couchait sur un plancher d'un aéroport en Allemagne. C'était inquiétant, là, parce qu'il nous appelait. Puis là, il se fait 4 heures, mais il n'y a personne qui est venu me chercher. Mais tu sais, ça se faisait par Internet. Mais moi, ça m'impressionnait justement que tu veux. Puis il se débrouillait là-dedans. Encore une fois, il fallait que ça soit une passion. Mais non, c'est juste le supporter. Puis jamais, ça va finir par le débloquer à quelque part. Il a commencé à travailler à des entrepôts, des gens, comme tout le monde. Mais il y avait tout le temps, ça prenait des ententes spéciales avec les employeurs parce que la fin de semaine, il voulait aller lutter. Puis il avait commencé à faire un nom. Il avait commencé à aller aux États-Unis. Il fallait qu'il parte le vendredi, des fois le jeudi. Puis il y a eu un employeur qui l'a beaucoup, beaucoup aidé. Justement, où celui où il pompait le gaz en regardant ses vidéos de lutte. Là. OK. Ça, il l'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, il l'a tout le temps apprécié, Kevin aussi. Il l'a tout le temps mentionné, bien souvent. Parce que ce que tu comptes, moi, je l'ai vécu avec Cédric, mon plus vieux, qui décrit les matchs de l'Armada. Puis lui, ça a toujours été, tu sais, ce métier-là. Il a travaillé 13 ans pour McDonald's. Ça allait bien, il était gérant, puis tout. Même à un moment donné, il demandait des congés, puis on lui a dit non. Puis il a tout scrappé. Oublie ça, je m'en vais, je veux faire ma passion. Tu sais, quand tu sais que c'est dans toi, à un moment donné, faut que le destin fasse que ça marche. Là. C'est en plein ça. Je comprends très bien la situation. Bon, c'est exactement comme ça. Fait que tu ne peux pas arriver et dire non, ça n'a pas d'allure. Tu n'es pas là pour le décourager quelqu'un. Là. Non. Ton enfant, c'est le contraire. Pousse. Puis aussi, on voit quand ils ont du talent ou non. Là. Ça aide un petit peu. Simmania 1, l'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Quand tu dis qu'il était, comme un exemple, en Allemagne à 19 ans, dormait sur un plancher à l'aéroport. Écoute, là, on est loin de Farnham ou de... Oui. J'ai un blanc de mémoire, la ville où on l'annonce, là... c'est quoi Marieville, ça? Marieville, la fierté de Marieville, ben oui. Oui, on est loin de là. Oui, pas mal. Et on n'avait pas... Présentement, là, on se parle par Zoom, on se voit tous les deux, c'est facile. Dans ce temps-là, là, ça devait être stressant pour papa. Là. Très stressant. Puis là, on attendait l'appel, puis là, il appelait, puis là, il nous comptait ça. Là, comment ça, tu es encore à l'aéroport? Ben, il n'y a personne qui est venu me chercher. Puis là, il textait. En tout cas, il trouvait un moyen, il avait des numéros de téléphone, puis il partait à l'aéroport. Puis là, d'un coup, il voyait quelqu'un arriver. Puis, OK, salut. Puis, en tout cas, c'était assez spécial comme. Oui, c'était très stressant. Là, le côté de la langue, Steen, est-ce que vous autres, vous êtes anglophone? Non, bilingue. On est bilingue, mais c'est plus francophone. Chez nous, on parlait français. Moi, l'anglais, j'en arrache. Je suis capable je me débrouille assez bien, mais je cherche souvent mes mots. C'est pas ma première langue. C'est vraiment, vraiment le français, la première langue. Puis, mais on était bilingue. Sur le côté à mon père, c'était plus anglophone. Ma mère, c'était bilingue, mais c'était plus. Mais à la maison, c'était francophone. Kevin, à la maison, c'était français. L'anglais, il a pris ça avec vraiment en écoutant la TV en anglais, la lutte, naturellement. Et c'est comme ça qu'il a appris vraiment à pratiquer. Puis après ça, c'est quand il a commencé à aller aux États-Unis, il s'est fait beaucoup d'amis. Tout le monde parle anglais. Fait que, là, c'est beaucoup de pratique, beaucoup de parlage. Moi, il m'impressionne. Moi aussi, il m'impressionne. Je regarde la TV, je regarde, je dis, mon Dieu Seigneur, il est américain.
C'est rendu un Américain. Écoute, Il parle aussi bien anglais que français. Je te posais cette question-là parce que j'étais avec mon épouse le soir de WrestleMania le samedi, puis je voulais tellement pas manquer ce combat-là. Puis j'avais fait le pacte avec mon épouse que j'étais avec des chums le dimanche, mais que samedi, je jouais aux cartes avec le beau-père, puis on ne regardait pas la lutte. Fait que quand on est arrivé ici, j'étais allé tout de suite ouvrir la TV, puis c'était le combat des femmes avant. J'ai dit, je ne l'ai pas manqué. Puis quand je l'ai entendu s'exprimer, moi, je ne suis pas le gars qui passe 5 heures par semaine à regarder la lutte. Moi, mon métier, c'est de communiquer. Je ne suis pas un maniaque, mais j'ai été assommé comment, s'il n'avait pas dit French Canadian ou l'autre, je ne sais pas lequel des deux, si c'est Stone Cold ou lui. Ouais, French Canadian. Il n'y a personne sur la planète qui aurait pu dire que c'est un Canadien français. Il y a son anglais est tout simplement phénoménal. Oui, moi, c'est comme je te disais, même moi, je l'écoute, puis mon Dieu Seigneur, comment il fait, je ne sais pas. C'est beaucoup de pratique, naturellement, mais c'est impressionnant. Même moi, j'essaie de trouver l'accent, j'ai de la misère à trouver l'accent. Bien souvent, je me dis, bon, c'est un Américain, puis il s'en fâche pas, puis ça coule, là, c'est naturel. C'est pas... c'est bon. Il y a une grande gueule, puis ça sort bien. Oui, il a une très grande gueule. Dis-moi, quand il était justement du côté de l'Allemagne, à ce moment-là, parce que là-bas, tout se passe en anglais ou en allemand, à ce moment-là, il était déjà bon en anglais à 19 ans pour se débrouiller quand il il était déjà assez bon pour se débrouiller en anglais parce qu'il avait déjà commencé, il avait beaucoup d'amis, même à Montréal, avec les lutteurs, il y avait des lutteurs anglophones, il avait déjà commencé à parler pas mal anglophone. Il se débrouillait très bien, il était capable de se débrouiller avec ça. Mais il y en a que des fois, il disait qu'il ne parlait pas, il était au Japon. Puis il a appris beaucoup parce que quand il était au Japon, je disais comment tu fais pour monter les matchs, comment vous faites pour communiquer. La lutte, c'est pas mal un langage universel. Tu dis certains mots, puis tout le monde se comprend. C'est ça. C'est quand même impressionnant. Moi, là, je ne peux pas. Ça me disait, là, je suis allé, il faut-tu vous le voir? Ah ouais, 20 ans, mais il est passé, je pense qu'il a été 3 mois au Japon. Puis avec il a pris beaucoup d'expérience. C'est qu'est-ce qu'il cherchait. Et c'est des contacts. Puis il y avait Steve Corino qui l'a amené là. Puis il a été au Japon. Puis c'est assez impressionnant. Puis je ne sais pas comment il se débrouillait, mais il se débrouillait. Il a fait quasiment, avant d'arriver à WWE, il avait quasiment fait le tour du monde déjà. Puis par l'Internet, puis des bookings indépendants. Et le mot qui doit revenir souvent, c'est le mot persévérance. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui auraient lâché. Là. Il a passé proche une couple de fois, mais il ne voulait pas. C'est la dernière chose qu'il voulait faire. Ça leur a rendu malheureux à plus finir. Puis, je ne sais pas, circonstances, comme on parlait des impondérables tantôt, c'est rencontrer les bonnes personnes à la bonne place au bon moment pour une raison quelconque. Moi, je trouvais que dans sa vingtaine, il aurait dû être où ce qui est là. OK. Mais à cause des conditions, puis la façon que les choses se faisaient, puis comment il voyait les choses, en réalité, c'est pas... Ça prenait le 6 pieds 5, 6 pieds 4, 260 livres de muscles. Puis encore là, aujourd'hui, pour question marketing aussi, ça prend ça. Mais Triple H est arrivé, puis je sais pas, il y a eu un changement de mentalité, puis ils ont gardé la lutte indépendante, puis on dit, il y avait des gars qui faisaient des bonnes choses, puis que le talent, puis le charisme, c'est des affaires inexplicables, mais tu l'as ou tu l'as pas, ça arrive ou ça n'arrive pas. Kevin, j'avais vu à Boston, Kevin puis Sammy, il avait été à Boston, les combats par l'équipe, je voyais, j'étais là, ça se peut pas, la réaction des gens, des Américains envers eux autres, c'était vraiment spécial, là, c'était gros, là, le plafond levait. Là. Tu sais, pourquoi que les autres font ça et les autres font pas ça? Je ne sais pas, mais c'est inexplicable, c'est comme ça, c'est tout. Tu sais, il y a 3... la ROH a été achetée par All Elite. Moi, je suis avec Impact qui est beaucoup plus bas. Mais quand tu regardes chaque fédé,
Tu sais, c'est comme une équipe de hockey. Là. Il y a tant de joueurs, il y a tant de postes, puis ça pousse par en bas. Là. Les jeunes poussent, puis à un moment donné, il faut que tu fasses ta place parce qu'il n'y a pas 50 fédérations. Tu sais, on sait que le but ultime, ce que la plupart visent, c'est la WWE. Lui, il est là. Écoute, avec qu'est-ce qu'il a fait à WrestleMania, mais quand les histoires qu'on a entendues que Kevin dormait dans son auto, que les payes luttaient pour 50$. Puis... Il allait revirer à Philadelphie quand le gaz était payé, puis les repas, puis tout ça, ça lui coûtait de l'argent, mais il y allait. Toi, comment tu te sentais là-dedans à ce moment-là? Tu disais-tu, parce que, tu sais, je regarde, moi, encore côté personnel, c'est sûr que mon épouse, elle va le backer, puis elle le back tout le temps, mais il y a toujours le côté de dire, ben, il faut que tu sois capable de payer ton loyer, il faut que tu sois capable de vivre, il faut que tu sois capable de prendre soin de toi. Est-ce qu'il a toujours vécu à la maison ou à quel âge qu'il est parti de la maison? Non, il est parti de la maison, il a avoir 20 ans, 21 si jeune ans. Que ça? Quand même, oui, quand même assez jeune. Puis il s'est débrouillé. On l'a aidé un petit peu, mais pas tant que ça. Il se trouvait un moyen. Mais comme vous êtes dans ce temps-là, ben, il allait à Philadelphie, peut-être, ça n'a pas trop payant, mais il travaillait en même temps. Il travaillait dans les entrepôts. Il travaillait dans les entrepôts, au bureau en gros, ces choses-là. Il avait vraiment, vraiment beaucoup de volonté, mais il s'est tout le temps débrouillé assez bien, là, malgré tout. Il y a des fois qu'il en arrache un petit peu, naturellement, comme des Boleki qui essaient de faire ça dans un domaine qui n'est pas payant en partant. Ben, c'est sûr qu'on l'a supporté un peu là-dedans, mais pas tant que ça. Là. C'est vraiment bien débrouillé. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bédard Bessieux, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Bédard Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y Bédard Messieurs ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB pour Noire et Blanche, micro@gmail.com. Cheers! Tu sais, quand tu dis, Terry, que quand tu es allé à Boston, combat par équipe, avec Sami, le plafond levait puis tout ça, à quel moment tu t'es dit, en tant que père, il y a ce que ça prend pour réussir? À quel moment tu as eu à peu près dans ce temps-là, justement. Quand il était à Ring of Honor, ben là, moi, je trouvais qu'il avait un talent inné, même quand il a commencé à 16 ans. Tu sais, quand tu parlais, que tout le monde parlait de Kevin, puis tout ça, je veux dire, encore une fois, c'était pourquoi que lui, je sais bien qu'il faisait des moves, tout ça, mais c'était pas rien que ça. Il y avait un contact, il y avait quelque chose qui se faisait qui était... Bon, le monde, il était attiré vers lui, puis il était en arrière de lui, il voulait le backer. C'est pour ça, s'est fait quasiment naturellement. Quand il était à Ring of Honor, justement, le soir, ça, c'est tous des enfants qui m'ont frappé. Un autre coup, c'était à New York. Puis il scandait son nom. Ça faisait 6 mois qu'il était parti parce qu'il avait, en tout cas, faisait partie, ils ont fait une storyline quelconque. Là. Puis là, quand il est revenu, là, ça scandait son nom. Pendant 3000 personnes à New York, il est quand même à New York. C'est toutes des choses, même, je vois que c'était spécial. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. OK. Puis je croyais beaucoup en lui. Puis qu'est-ce qui se passait? Je me disais, c'est sur temps ça. Il y a quelque chose de spécial. Puis j'ai tout le temps cru que sa place, puis Sami aussi, je les voyais lutter. J'ai déjà dit, il avait déjà fini un combat, je les avais donné à la main. Ils font pas mieux dans la WWE. Je regarde la TV, puis tout aussi bon que la WWE. C'est sûr que c'est pas la même affaire, mais c'est plus, à mes yeux, naturellement, la paix et la famille, peut-être qu'il n'y a pas tout à fait... Oups! OK, d'accord. Il n'est peut-être pas tout à fait impartial, là, mais non, mais quand même, j'avais assez un bon jugement. Puis finalement, les deux sont à WWE. Moi, je ne me suis pas trompé de bien. Mais comme je le dis, c'est vraiment Triple H qui a fait. Qui a vraiment.
donner la chance à ces gars-là. Tu sais, Kevin, il a toujours été dur avec son corps. Tu sais, les blessures, puis tout ça, on en a entendu parler beaucoup. Moi, des fois, je le voyais, je jasais un petit peu avec lui, malgré que je n'ai jamais été proche de Kevin. Mais comment, ce côté-là, te faisait-tu peur avec qu'est-ce qu'il faisait pour essayer de percer? Oui. Oui, il y a un temps qu'il faisait quelque chose, il faisait des choses assez rough, là, que je voyais. Moi, on n'était pas là, on voyait après, là, malheureusement, mais heureusement, dans le sens qu'on savait qu'il était correct. Mais quand je voyais live après ça, qu'est-ce qu'il a fait, je vois que c'est wow. Là, on l'avertissait, là, c'est assez, c'est trop. C'est bien beau, là, mais se casser le cou, là, c'est ça pour bien mieux. Il a fait des matchs à Los Angeles, là, que je regardais, là, les menottes, là, puis le gars, en tout cas, les tacs, puis les scies, puis ça, en tout cas. Puis des fois, il se coupait, puis il manquait au début de carrière. Il y a une couple de fois, il s'est manqué, il saignait. Ça n'a pas de sens. Ça a vraiment, non, ça bout-là, c'était pas. Moi, j'essayais de faire comprendre. D'un côté, ça l'a aidé, finalement, à se faire encore plus un nom, parce que ça faisait parler beaucoup de monde, mais c'était pas. J'essayais de le convaincre que c'était pas vraiment nécessaire. C'est Il y a eu un bout, ingrat. là, c'était pas mal rough. Là, c'était moins drôle. Ouais, c'est ingrat de se sentir obligé d'aller jusque-là pour aller plus loin. Et pour les parents, ça doit être C'est en dur. plein ça. Tu essaies de le dire, puis Rami a les coups de chaise là, que j'ai vu se donner, ces gars-là. Là, je lui disais, votre cerveau, là, faites attention à votre cerveau. C'est bien beau, là, faire de la lutte, mais la tête, vous allez en avoir besoin. Là. Puis en plus, eux autres, c'est comme ça, mais j'ai jamais senti, par exemple, tu sais, non, il n'est pas là, ou il est knock-out ou whatever, là, jamais. C'est bien chanceux dans ce cas-là, mais non, il y a des fois, c'était vraiment inquiétant. puis si on compare avec d'autres sports, eux autres, ils luttent pas de casque. Oui, il n'y a pas de casse partout. Puis les escabeaux, ils ne servent pas ça pour le monter. C'est terrible. En tout cas, j'en ai vu à Los Angeles, là, lui et Sammy, encore une fois. Là. Bon, je regardais ça après. Je ne sais pas comment ils faisaient sur le vivre, comment que le dos, là, ils sont faits en caoutchouc. Là, c'est bon. Écoute, j'ai passé le week-end que j'étais à New York, passé beaucoup de temps avec PCO. Tu sais, 54 ans, je pense qu'il est rendu, puis il a fait un combat Monster Ball avec les punaises. C'est incroyable. En parlant, c'est sûr, en parlant de passion, là, je regardais ça, PCO, puis Kevin, il l'adore. Il l'a beaucoup aidé, puis il a beaucoup des bons conseils, tout ça, à Kevin. Puis Kevin, il l'a tout le temps bien aimé. Puis c'est ça, quand je le voyais faire ces choses, quand il est retourné à Ring of Honor, c'est quelque chose. Quand on suit ça, qu'on sait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça comporte, comment il faut que ça soit une passion. Là, débile. Encore une fois, c'est ça. Tu ne peux pas rien dire, OK, j'aime ça, je vais faire. Non, c'est une passion. Là. Il avait 52 ans, puis il faisait des choses écoute bien. Je sais pas comment il faisait le lever, là, il sort le et encore une fois, c'est bon. Les forces de la nature aussi un peu, je pense. Oui, puis des fois, la création du personnage fait que... Parce que comme tu disais tantôt, puis on ne se le cachera pas, Kevin n'a pas le physique qu'un Hulk Hogan avait dans les années 80, mais il y a une présence que, tu sais... Même mon épouse ne le connaît pas. Quand elle ne le connaissait pas, elle n'écoute pas la lutte. Puis quand on a écouté WrestleMania, elle dit, c'est un lutteur, ça. Tu sais, je dis oui. C'est ça. Oui, c'est bien. En tout cas, regardez, c'est ça. Je sais bien que c'était comme ça, mais ça me disait, parce que c'est un peu comme Dusty Rhodes. C'est pas Dusty Rhodes, c'était pas mal ça. Puis quand il est arrivé au Performance Center, lui, vit Dusty Rhodes, ça a connecté tout de suite. Là, puis Kevin, il l'adorait. Puis les conseils qu'il a donnés. Puis Kevin, il se voyait comme ça. Lui, il savait pourquoi que je change. Le monde, il essayait de le changer. Il disait, ben, fais ça, tu as le talent pour faire ça. Oui, mais il ne sera plus moins. Oui, c'est ça. Il essayait d'explorer, ça ne sera plus moins. Puis là, moi, ça marche parce que c'est moi. C'est ça. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre, je ne veux pas être. Ben, c'est ça. Il se bat beaucoup avec ça. Là. Mais il fait passer son point. Hein. Là, on a parlé de sa jeunesse, on a parlé de quand tu as senti que ça partait, on a parlé comment il y avait des patrons qui étaient plus conciliants avec lui pour y permettre. C'est quand que ça
que ça a vraiment ouvert, là, que vous vous êtes dit, wow, les nuages sont dispersés, le ciel est bleu, malgré que dans le monde de la lutte, ça ne reste pas bleu tout le temps. Ouais, non, c'est très compétitif. Je sais que tu parles souvent, tu as parlé à quelques reprises dans l'entrevue de Triple H. Est-ce que c'est un moment, le moment magique qui a fait où il est rendu aujourd'hui? Oui, définitivement. Oui, à Los Angeles, puis il y avait, oh mon Dieu, comment il s'appelle? J'ai un blanc, là. Il était aussi avec Regal, Steven Regal. Regal, il avait été le voir à Los Angeles pour lutter. Kevin, il y avait des doutes, puis il était sorti un match, naturellement, avec Gargano, puis en tout cas, c'était tout un match, je l'ai vu après, là, puis il avait été. C'est là que la boule a commencé à rouler. Ouais. Tu sais, il a fait la chose, mais il a dit, il avait été au Power Center. Là, c'est là qu'il avait décidé de l'essayer, mais il fallait qu'il fasse ça. La fin de semaine qu'il allait là pour passer les tests, c'était quasiment comme rentrer à l'armée. C'était plus un bootcamp que d'autres choses. Là. Il checkait, ouais, après 2 jours, si tu étais capable de passer au travail les 2 jours parce qu'il te maganait bien raide. Là, il te brûlait à la pine à première. Il a été, Kevin, j'ai même été broyé dans la salle de bain, je n'étais plus capable, mais lui, il a passé au travail. Il a passé au travail finalement, mais c'est quand il a fait une promo, ils ont fait faire une promo, il m'a appelé après, et je pense que ils vont me faire signer. Je pense qu'ils vont me signer. Avec la promo, pas avec ce qu'il avait fait avant dans le ring, tout ça, c'était vraiment la promo. Mais pour répondre à ta question, je pense que j'ai écarté un peu. Maintenant, même avant la WWE, il gagnait très bien sa vie. Une fois que son nom était fait, il était vraiment, quand il était champion Ring of Honor, ces choses-là, puis il allait au Japon, il allait en Angleterre, il allait en Allemagne, il allait en Italie. Il se bouquait partout. Fait que son nom était fait, là, il faisait un très bon salaire quand même. C'est là que j'ai vu, ouais, là, il est capable de se débrouiller 2 jours. La WWE, ça a été rien que la série, le crémage, la série sur le Sunday, la meilleure chose pour lui, parce que c'était son rêve. Là. C'est vraiment ça. Mais avant ça, je voyais que là, je ne serais plus inquiète. Il gagnait très bien sa vie, puis il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas. Fait un message qu'on peut donner aux jeunes, c'est que pour bien être capable de réussir dans ta vie, tu n'es pas obligé d'être à WWE. Tu peux quand même bien vivre ta vie, même si c'est ton rêve ultime. Là, c'est en ça. Parce qu'avant ça, c'est sûr qu'il n'y a pas l'argent que tu peux pas. C'est sûr qu'à WWE, c'est là qu'elle a la plus grosse argent, mais tu peux le faire avant. Je veux dire, avec ton nom, puis c'est beaucoup de débrouillardise. Tu es comme un contracteur, puis tu te vends, puis tu fais ton nom. Ton nom, tu vends des billets, tu vas te faire engager. C'est ça. Exactement. Et on va prendre, j'ai presque terminé. Tu es vraiment très généreux dans ton temps, Terry, puis je l'apprécie beaucoup. Ah, il n'y a pas de problème. Je suis à la retraite, j'ai rien à faire. Parle-moi comment tu as trippé. J'ai vu les photos avec Stone Cold en arrière. Comment papa Terry s'est senti à WrestleMania? C'est tout le temps la même chose. Là. Le premier WrestleMania, c'était à Dallas, quand il est rentré, la réaction de la foule, encore une fois, moi, je suis un broyard, fait que je broye. Les larmes coulent, puis ça coule tout seul, puis je ne peux pas rien faire. Mais je ne peux pas être plus heureux. Je ne peux pas être plus fier. C'est mon héros. C'est mon gars, mais c'est mon héros pour moi. Wow! J'avais Guy Lafleur qui était mon héros, qui vient de partir. Au moins, j'en ai un autre. C'est mon héros. C'est ça. C'est vraiment, je l'admire beaucoup. J'admire beaucoup tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices, c'est vraiment spécial. C'est une grande. C'est quasiment inexplicable, la fierté que tu peux ressentir. Tu vois ton gars puis réussir comme ça. Puis là, je me disais, hey, Stone Cold, il est revenu, mais il est revenu avec Kevin. Il voulait revenir avec Kevin, pas avec quelqu'un d'autre. Il avait demandé que ce soit Kevin. C'est quelque chose. Quand on ne connaît pas ça, quand on ne suit pas ça, on ne sait pas, mais tu sais, c'est quoi le meaning, qu'est-ce que ça veut dire dans. Ouais. Et pour lui, pour Kevin, il était tellement fier. Oui, écoute, c'est ça. À chaque fois qu'on pense que, OK, la vague est passée, il y a quelque chose qui OK, ça se calme, puis on est ensemble. Il arrive quelque chose, puis c'était. Lui, pour Kevin, main event avec Stone Cold Steve Austin, tu peux pas. Lui, dans sa tête, il ne peut pas rien arriver de plus que ça.
Écoute, ça doit être difficile à accoter. Ouais, je pense que ça va être très, très dur. Je sais pas ce qui peut arriver encore, là, je pense que ça sera pas là. Tu dis Mais que en tout cas, pas pour Kevin, pas pour lui, pour qu'est-ce qu'ils sont. En tout cas, il était heureux, là. Ça se voit pas. Ça se voit pas. On a toujours entendu parler, moi, à la TOW, j'ai fait une couple d'affaires avec lui. C'est une tête de lutte. En plus d'être un bon au micro, bon dans le ring. Donc, sa carrière pourrait perdurer après qu'il accroche ses bottes. Il ne doit pas y penser du tout, là, mais... il pense déjà. Oui? Ah oui? Non, oui, il va backstage, il fait les choses, disons, les producteurs. Il y a beaucoup de choses qui l'intéressent. Qu'est-ce qui l'intéresse le plus, c'est aider les autres lutteurs qui commencent, puis ça, puis quand il demande des conseils, puis il donne des conseils. Il en a parlé un petit peu dans l'interview dernièrement, après ça, je l'ai entendu. Puis il m'en avait déjà parlé aussi. Ça l'intéresse beaucoup. Il aime ça, enseigner. Essayer d'aider les autres, puis quand il voit que les autres ils réussissent, puis en mettant en pratique un peu ce qu'il lui avait conseillé, ça le rend aussi fier que lui quand lui le fait. C'est bon. Kevin, lui, il a tout le temps, il a sa carrière, lui, Kevin, il base toutes ses affaires et ses idées. Si lui est assis dans le siège, comme spectateur, qu'est-ce que je voudrais voir, qu'est-ce que je voudrais entendre, qu'est-ce que je voudrais. C'est vraiment un talent. Rami, c'est pareil. Sami, c'est ça, c'est un talent. Ils savent comment, dans le bon temps, aller chez la foule, aller chez la réaction, puis selon la réaction. Kevin m'a déjà parlé des choses, Sami, il fait backstage, il tassait le rideau, là, quand dans le temps indépendant, là, il tassait le rideau, il checkait la foule, puis il analysait déjà comment il était pour faire leurs affaires, comment que cette foule-là n'a pas réagi à telle chose, à telle chose. C'est-tu incroyable? Et toi, vu que tu es retraité, est-ce que tu te déplaces souvent ou juste à des gros événements? Avec la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. Là. Ça a changé bien des choses. Mais non, habituellement, disons, s'ils sont à Boston, à Albany, à New York, j'aimerais bien y aller. Ben, c'est surtout les gros événements. Les SummerSlam, les WrestleMania, Montréal, naturellement, si on ne peut pas manquer ça. C'est sûr. Et il y aura du Québec en plus de ça. On va faire des tours à Québec, je pense. Ça, c'est sûr qu'on va être là. Le plus possible. Il y a des choses que j'ai manquées, pareil, comme son premier contre John Cena, ces choses-là. Là. On était à Albany 2 jours avant avec lui. On savait que le lundi soir, il confrontait au micro John Cena. Je sais pas, j'aurais donné, mais là, dans ce temps-là, je travaillais. Ça se voit pas. Là, s'il arrive des moments, tu es libre, tu peux dire, bang, je prends l'avion, je prends mon auto, puis j'arrive. Je ne veux pas manquer là, ça. C'est pas mal mieux. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Écoute, Terry, c'était vraiment merveilleux. Je suis content. Les auditeurs de mon podcast vont découvrir un autre côté. C'est quoi être parent d'un jeune qui a de la passion, que ce soit dans la lutte ou dans n'importe quoi. Puis je comprends comment tu es un bon père, comment tu l'as toujours poussé, puis surtout pas bloqué. Surtout ça. Alors, bravo pour ça et merci beaucoup pour ton temps. Et si tu parles à Kevin, dis-lui merci de ma part de m'avoir eu des très bons billets pour SmackDown. Oui, j'ai eu ça. Oui, c'est merveilleux. Ouais, c'est ça, c'est le fun à tabarnak. Hein? Très rare que je vais voir un show. Puis j'étais vraiment content. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Puis ça m'a préparé pour mon week-end qui s'en venait après ça. Oui, ça a bien été. Ouais, super. J'ai trippé. J'ai vraiment trippé. Disons, on ne pourra pas l'écouter parce qu'on est en route, mais ça, ces affaires-là, avec Jean-Frédéric, tout ça, puis avec toi, on suit le plus possible là, les choses, mais là, on est en route. On revenait de la Floride. C'est sûr, mais on a eu du fun pour nous profiter. Fait que, Terry, merci beaucoup de ton temps. J'espère qu'on va se croiser à un moment donné, se serrer la pince. Puis s'il y a d'autres choses, je communique avec toi. Un gros, gros merci. Il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir, Marc. J'espère que c'est une bonne journée. T'es bien gentil. Bonne journée à toi aussi, Terry. C'est bon, excellent. Bye-bye. Salut bien. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie
sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Nous sommes de retour au Sim. Les parents, mais vous l'aurez deviné grâce à l'entrevue que tu as fait, Marc, avec Terry Steen, le père de Kevin Steen, maintenant connu sous Kevin Owens. C'est vraiment, vraiment intéressant, le parcours de Kevin quand on écoute son père. Là, c'était super agréable comme entrevue. Et j'espère que si vous êtes un jeune lutteur puis vous savez pas comment amener l'idée à vos parents, faites-leur écouter l'épisode 63 du Sim, puis je suis certain que ça va bien aller. Alors, Marc, ce fut un plaisir encore aujourd'hui de participer à l'émission du Sim. C'était l'émission sur les parents, l'émission numéro 63. Donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine, c'est le numéro 64. 64. Hey, c'est surprenant que tu as un secondaire 5, mais pas de maths. Tu sais compter. 63 plus 1 égale 64. C'est la semaine prochaine. Tu me l'as écrit, ça. C'est sûr. C'est le 7 juin 2022. On va parler de TOW 8.25. On va vous expliquer également, pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi le point 25 après le 8. Donc, c'était notre 8e gala d'envergure de la TOW. Et c'était, je pense, un des premiers d'envergure qu'on sortait de Montréal. Ouais. Donc, il y a beaucoup à parler sur 8.25. Ça va être le fun. Exact. Le premier qu'on a fait, c'était hors Montréal à Blainville. Ensuite, Montréal jusqu'au 8.25. C'est ça. Et on en parle plus amplement la semaine prochaine. Comment on dit ça déjà, Marc? Soyez-y, mesdames, messieurs!